si on affirmait comme ça, de but en blanc, que statistiquement parlant, on a de bien plus fortes chances de se sentir profondément heureux et épanoui en luttant avec un dossier hyper complexe au bureau un mardi matin, plutôt qu'en se prélassant sur un canapé un dimanche après-midi. Ouais, la réaction de base serait clairement l'incrédulité. C'est presque absurde d'entendre ça aujourd'hui. Complètement. Enfin, ça contredit absolument tout ce que notre culture moderne nous enseigne sur le bonheur, quoi. On a vraiment pris l'habitude de considérer le repos total et souvent la distraction comme la récompense ultime. C'est ça, le Graal de la semaine. Exactement. Et à l'inverse, on voit l'effort mental complexe comme une sorte de punition inévitable. Et pourtant, la science nous prouve aujourd'hui que c'est une erreur de calcul tragique. C'est un retournement de perspective qui est vraiment fascinant, je trouve. Jusqu'à présent, dans notre exploration, on a souvent abordé cette capacité de concentration extrême, cette faculté à s'isoler des perturbations pour s'immerger dans une tâche sous un angle, disons, très utilitaire. Ouais, très froid, très orienté business. Voilà, le discours dominant se focalise sur les bénéfices de carrière. Comment produire 2 fois plus en 2 fois moins de temps, comment décrocher une promotion, comment devenir l'atout indispensable de la boîte. Le fameux argument du tableur Excel, en fait. C'est exactement ça. C'est mesurable, c'est très efficace pour le compte en banque, mais bon, si on s'arrête uniquement à cette vision mécanique, on passe totalement à côté de l'essence même du sujet. Et c'est justement la mission de notre plongée d'aujourd'hui. On va aller bien au-delà de la simple fiche de paie ou des astuces de productivité. L'idée, c'est de décortiquer les rouages intimes de notre propre condition humaine. Ouais, on va croiser pas mal de données super riches aujourd'hui. Tout à fait. En mêlant les découvertes de la neurologie, les études de la psychologie comportementale et même des réflexions tirées de la philosophie, on voit un tout nouveau paysage se dessiner. Et la conclusion, c'est que l'immersion totale, c'est pas juste un outil d'optimisation pro. C'est en fait l'une des recettes les plus solides pour construire une vie qui a du sens. Et pour bien comprendre comment cette mécanique opère, il faut d'abord poser un diagnostic sur ce mal-être très spécifique qui touche les travailleurs aujourd'hui. Surtout dans la sphère du travail cognitif, le fameux travail du savoir. Ah oui, les journées entières passent devant des écrans lumineux. Exactement. À jongler avec des flux de communication qui ne s'arrêtent jamais, à produire des données complètement impalpables. C'est un peu comme si on essayait de construire un château de sable super complexe alors que la marée monte sans arrêt. C'est une super image. Bah oui, on s'agite énormément, on déplace des quantités astronomiques de sable, on répond à des dizaines de mails d'urgence, on saute d'une réunion virtuelle à une autre, et puis à la fin de la journée, la fatigue nerveuse et visuelle est juste écrasante. Ouais, on est rincé. Il s'est déjà rempli à nouveau. Et ce décalage, enfin ce fossé permanent entre l'intensité de l'effort et l'absence de résultats physiques, ça crée un vide existentiel monumental. Et l'antidote à ce vide, on le voit parfaitement à travers une approche du travail qui est aux antipodes de tout ça. C'est l'histoire par exemple de cet artisan, Rick Führer. Ah oui, le forgeron. C'est ça. Le type est spécialisé dans la forge de lames et d'épées et il utilise uniquement des techniques métallurgiques antiques. Sa méthode de travail, c'est une anomalie totale à notre époque. Il refuse les machines, c'est bien ça, hein? Complètement. Il refuse d'utiliser des marteaux-pilots modernes ou la moindre automatisation. Il travaille l'acier à la main. Alors qu'une machine hydraulique pourrait faire en une fraction de seconde ce qui lui demande genre une centaine de coups de marteau hyper violents. Ouais, c'est épuisant. D'un point de vue productiviste classique, c'est une hérésie totale. Mais son objectif, c'est pas de maximiser ses volumes de vente. En fait, le fait de frapper le métal en fusion manuellement, ça crée une boucle de rétroaction immédiate. C'est-à-dire? Eh bien, la moindre attention, même d'une seconde, le moindre écart de température d'un seul petit degré, et c'est des jours entiers de travail qui sont irréversiblement détruits. Ah ouais, la pression. Grave. Ce niveau d'exigence, sans aucun filet de sécurité, ça force littéralement l'esprit à s'ancrer dans la matière, là, dans le moment présent. Et à chaque coup de marteau, il forge pas seulement son épée, il forge le sens même de sa journée. Et cette satisfaction palpable, on la comprend bien. C'est la fierté de l'artisan. Parce que le lien entre la sueur versée et la lame parfaite sur l'établi, il est indéniable. Mais bon, soyons réalistes 2 secondes, on ne peut pas tous démissionner demain matin pour devenir forgeron ou ébéniste au fin fond des bois. Non, ça ferait beaucoup d'épées sur le marché. C'est clair. L'immense majorité d'entre nous manipule de l'information immatérielle. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est seulement possible de ressentir cette connexion viscérale, cette âme de forgeron, quand notre seul outil physique, c'est un clavier en plastique? C'est le cœur du problème. Et pour espérer trouver ce sens sans enclume ni marteau, il faut d'abord regarder du côté de la neurologie.
Il faut comprendre comment notre cerveau construit notre perception de la réalité. Parce qu'on se trompe souvent là-dessus, non? Totalement. L'erreur la plus commune, c'est de croire que notre état mental reflète objectivement notre environnement. C'est faux. Le cerveau, c'est un filtre extrêmement sélectif. La réalité qu'on ressent, elle est littéralement fabriquée par les éléments auxquels on décide de prêter attention. Donc, la neurologie montre que le reste de notre environnement, même s'il est là physiquement, notre esprit le met sous silence. Exactement. Et le truc redoutable, c'est que notre cerveau n'est pas programmé pour être heureux par défaut. Il est programmé pour survivre. Ah, la fameuse évolution. Voilà, pendant des centaines de milliers d'années, la survie de l'espèce dépendait de notre capacité à repérer les menaces. Un prédateur, une tribu ennemie, de la nourriture pourrie. Du coup, notre système neurologique a développé un biais de négativité massif. D'accord. Ce qui veut dire qu'un esprit qui n'est pas fermement dirigé vers une tâche précise, un esprit qui vagabonde, il va naturellement scanner l'environnement pour chercher des problèmes. Et comme on n'a plus de tigre à dents de sabre au bureau, Le cerveau va s'agripper au ton un peu froid du dernier mail d'un collègue ou s'angoisser sur une échéance qui est dans 3 mois. donc le vagabondage mental, c'est pas du tout un repos. C'est en fait une spirale vers l'anxiété. Et c'est exactement ça. C'est comme, imaginons qu'on tienne l'objectif d'une caméra. Si on est dans un parc magnifique avec un grand soleil, mais qu'on choisit de zoomer uniquement sur une poubelle débordante au bord du chemin, tout le film aura l'air misérable et repoussant, alors qu'on est dans un endroit superbe. C'est une excellente analogie. Et on a un exemple historique vraiment poignant de cette mécanique de filtrage neurologique. C'est l'histoire de l'auteur scientifique Winfrey Gallagher. Oui, son histoire est incroyable. Elle est bouleversante. À un moment donné, elle reçoit un diagnostic de cancer, un cancer très avancé et super agressif. Face à une menace existentielle de ce niveau-là, la réaction par défaut de notre cerveau préhistorique, c'est de monopoliser toute la conscience sur la maladie, la douleur et, logiquement, la peur de la mort. Et c'est justement ce qu'elle a catégoriquement refusé de faire. Exactement. Comme elle étudiait déjà les mécanismes de l'attention, en sortant de l'hôpital, elle a pris une décision tactique radicale. Elle a délibérément forcé son attention à se fixer uniquement sur les bonnes choses de la vie, les trucs maîtrisables. Comme une belle promenade, un bon film ou son martini du soir, c'est ça? C'est ça. Et attention, il ne s'agissait pas du tout d'une pensée magique ou d'un déni toxique de sa maladie. C'était vraiment une redirection mécanique de ses ressources cognitives. Elle refusait de laisser la terreur envahir son espace mental. Et le résultat est juste stupéfiant, parce que malgré la brutalité des traitements, elle a décrit cette période comme étant étonnamment riche et paisible. Ça prouve que la personne que nous sommes et ce que nous ressentons, c'est tout simplement la somme de ce sur quoi on se concentre. Et si on applique cette découverte à notre journée de travail, tout c'est clair. Si on focalise toute son énergie mentale sur une tâche complexe, sur l'écriture d'une stratégie ou du code informatique, le cerveau perçoit un univers professionnel riche, plein de sens. C'est notre fameux coup de marteau sur l'enclume, version digitale. Voilà. Alors que, à l'inverse, si on laisse notre attention se faire fragmenter toutes les 3 minutes par une notification, un mail stressant ou une urgence inventée de toutes pièces, le cerveau enregistre la journée comme un espace de stress et d'irritation perpétuelle. Ouais, le film devient un thriller angoissant et médiocre. L'acte même de se concentrer intensément, ça neutralise physiquement l'instinct anxieux de notre cerveau primitif. Mais là, attends, il y a quand même une objection énorme qui me vient à l'esprit. Je t'écoute. Dans notre culture aujourd'hui, les distractions superficielles, genre les réseaux sociaux, c'est vendu comme le truc ultime pour se détendre. On scrolle sur son téléphone, on regarde des vidéos courtes de chats, et on fait ça précisément pour se vider la tête après une grosse journée. On part vraiment du principe que l'effort mental intense fatigue et que la distraction numérique détend. Comment on concilie ça avec tes données neurologiques? Eh ben, c'est l'une des illusions les plus dévastatrices de notre époque, en fait. On confond l'apathie physique avec le repos mental. Quand quelqu'un scrolle à l'infini sur son flux d'actualité, son cerveau ne se repose absolument pas. Ah ouais? Pas du tout. Il est bombardé par des centaines de micro-stimulations qui activent en permanence son système d'alerte. Ça génère des mini-doses de stress en continu, sans jamais offrir de conclusion logique ou de résolution. Donc l'esprit reste bloqué dans une sorte d'état de vigilance larvée. Exactement. Et pour prouver définitivement que cette absence de structure nous rend malheureux, il faut se tourner vers la psychologie. Et plus particulièrement vers les moyens de mesurer le bonheur en temps réel. Ce qui nous amène directement aux travaux hyper célèbres du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi,
Dans les années 80, c'est le pionnier de l'étude sur l'expérience optimale, ce qu'on appelle plus couramment le flow. Oui, et sa méthode pour contourner les mensonges de notre propre mémoire est juste brillante. La méthode d'échantillonnage des expériences avec les beepers. C'est ça. Ils ont équipé des centaines de participants avec des petits beepers qui sonnaient à des moments totalement aléatoires de la journée. Et ce, 7 jours sur 7, même le week-end. Dès que ça sonnait, le sujet devait s'arrêter, sortir un carnet et noter précisément ce qu'il faisait et évaluer son niveau de bonheur, de concentration et d'anxiété là, à la seconde même. C'est génial, parce que c'est pas une analyse a posteriori où on embellit les souvenirs. C'est une vraie photographie clinique en direct. Et les résultats de ces montagnes de données, ça détruit complètement notre vision moderne du bonheur. Ah oui, la conclusion empirique est sans équivoque. Les gens enregistrent des niveaux de bonheur, de vitalité et de satisfaction bien plus élevés quand ils sont au travail, plutôt que pendant leur temps libre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et difficile à avaler. Enfin, je veux dire, comment c'est possible ? Toute notre société vit dans l'attente mystique du vendredi soir. On sacralise les vacances, on déteste le lundi matin. Et là, la psychologie nous dit que le bureau génère plus de bonheur que le canapé du dimanche. C'est le paradoxe du temps libre. La réponse, elle se trouve dans la friction cognitive. Le temps libre, par définition, c'est pas structuré. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas d'évaluation. C'est le vide, en fait. C'est le vide. Et pour transformer ce temps libre en une expérience vraiment enrichissante, ça demande un effort d'autodiscipline titanesque. Il faut décider consciemment d'aller faire un sport exigeant ou de lire un livre complexe. Et sans cet effort initial, que la plupart des gens sont trop fatigués pour fournir, le temps libre se dégrade en une espèce de passivité oisive. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit oisif laisse la porte grande ouverte au biais de négativité. C'est ça qui explique le fameux coup de blues du dimanche soir, non ? Absolument, c'est exactement ça. À l'inverse, l'environnement de travail, même s'il n'est pas parfait, il offre une structure externe. Il y a des contraintes, des objectifs, des feedbacks. Cet échafaudage artificiel, il force notre attention à se concentrer. Et ça nous propulse vers cet état de flow. Voilà, où l'action s'aligne avec la conscience et où on oublie même le temps qui passe. La psychologie prouve que notre cerveau ne cherche pas la facilité. Il s'épanouit quand il est poussé dans ses retranchements. Bon, d'accord. Je veux bien acheter cette idée de l'expérience optimale, du flow, pour des métiers qui ont un certain panache. C'est-à-dire ? C'est facile d'imaginer un chirurgien en pleine opération à cœur ouvert qui ressent le flow, ou un musicien de jazz en plein solo sur scène. Mais soyons honnêtes une seconde. Qu'est-ce qu'on fait de la grande majorité des gens ? Imaginons quelqu'un dont le boulot c'est de copier-coller des données d'un tableau Excel à un autre, ou de classer des factures dans un logiciel hyper lent. On va quand même pas me faire croire que ce type de tâche bureaucratique et banale peut déclencher une expérience transcendante ou un bonheur profond. C'est la plus grosse objection, et elle est super légitime. Ça remet en question la valeur intrinsèque de nos actions. Est-ce qu'il faut absolument être un artiste de génie ou sauver des vies pour que notre travail ait du sens ? Et là, la science expérimentale ne suffit plus pour répondre. Il faut basculer du côté de la philosophie. Oui, pour comprendre d'où vient vraiment ce caractère sacré du travail. Exactement. Et pour ça, les philosophes contemporains Hubert Dreyfus et Sean Dorrance Kelly proposent une vision fascinante. Ils utilisent l'exemple de l'artisanat traditionnel et plus particulièrement du charron, celui qui fabrique des roues de charrette en bois. Ok, le fabricant de roues. Ce qui est fascinant ici, c'est que quand le charron pose son morceau de bois brut sur la table, la matière en elle-même n'a rien de magique ou de noble. C'est juste un bout de frêne ou de chêne. La philosophie nous dit que l'artisan ne crée pas le sens de toute pièce à partir de son propre ego. Et il fait quoi alors, du coup ? Son art, ça consiste à cultiver son attention pour découvrir la qualité unique qui est déjà présente dans ce morceau de bois. Il étudie les veines, la densité. La roue parfaite est déjà là, en potentiel. Et seule une attention méticuleuse et respectueuse permet de la révéler. Ah, c'est une très belle image. Et si on transpose ça aux travailleurs du savoir moderne, notre fameux employé avec ses tableaux Excel, son logiciel de compta rébarbatif, c'est ni plus ni moins que son morceau de bois brut en fait. Mais oui, c'est exactement la même chose. Écrire des lignes de code ou préparer un budget, ça n'a pas plus de valeur divine qu'une roue de charrette pleine de boue. Le grand basculement philosophique, c'est de comprendre que le sens ne vient jamais de la description du poste. Il vient d'où alors ? Il vient de l'approche, de la qualité de l'attention qu'on déploie face à l'objet. C'est l'engagement moral face à l'exécution de la tâche qui change tout. Donc, traiter n'importe quelle obligation cognitive, même la plus routinière, avec la minutie d'un artisan génère ce sentiment d'accomplissement. Précisément.
Si tu abordes la création d'une base de données non pas comme une corvée misérable en regardant ton téléphone toutes les 2 minutes, mais comme un vrai défi de logique qu'il faut résoudre avec élégance, tu deviens un artisan intellectuel. C'est la profondeur qui transforme un boulot banal en source de sens. Et ça s'oppose frontalement au conseil numéro 1 du développement personnel moderne. Trouvez votre passion. On nous martèle qu'il faut absolument trouver le métier miracle fait sur mesure pour nous pour être heureux. Ouais, la passion comme un truc qui tombe du ciel. C'est ça. Et le problème de cette culture, c'est que ça nous pousse à croire que si on s'ennuie au travail, c'est qu'on s'est trompé de voie. Qu'il faut démissionner, changer de carrière, aller élever des chèvres ou ouvrir une boulangerie bio pour enfin trouver le bonheur. Alors que la philosophie de l'artisanat suggère tout l'inverse. Si tu gardes ton addiction à la distraction, ton incapacité à te concentrer, alors même la cuisson de ton pain bio deviendra très vite une corvée aliénante. Le remède, c'est pas de changer de métier, c'est de changer radicalement notre façon de l'exercer, en remplaçant la superficialité par la profondeur. C'est une vision qui redonne énormément de pouvoir à l'individu, tu vois. On contrôle pas toujours les projets qu'on nous donne, mais on a un contrôle total sur l'intensité de notre attention. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on rassemble toutes les pièces du puzzle ? Opter pour des périodes de concentration ininterrompues, faire le choix quotidien de s'immerger dans son travail, c'est pas juste une technique de productivité pour plaire à son boss. Non, ça va bien plus loin. Sur le plan neurologique, c'est un moyen de chasser l'anxiété et de forcer notre cerveau à percevoir une réalité riche. Sur le plan psychologique, c'est le mécanisme même pour atteindre le flow et le bonheur. Et sur le plan philosophique, c'est la seule voie pour redonner un caractère noble et sacré à un quotidien autrement banal. C'est la clé de voûte d'une vie pleine, tout simplement. Ce qui nous amène à une réflexion finale, un peu plus large et franchement provocatrice. Vas-y. Si la science et la philosophie sont unanimes pour dire que notre bonheur et notre humanité s'épanouissent uniquement dans la concentration profonde, que doit-on penser de notre écosystème technologique actuel ? Cet écosystème qui repose intégralement sur la fragmentation systématique de notre attention. Exactement. Les algorithmes, les notifications, tout ce modèle économique conçu pour nous maintenir dans une écume de superficialité. Si le sens profond de la vie se trouve dans la profondeur, est-ce que ces technologies ne sont pas en train de nous voler, littéralement, notre droit fondamental à une vie riche de sens ? C'est une menace existentielle silencieuse, ouais. Elle siphonne notre capacité à forger ce sens. C'est vertigineux quand on y pense. C'est vraiment une pensée à garder à l'esprit la prochaine fois que, dans un petit moment d'ennui furtif, le réflexe pavlovien de déverrouiller un écran tentera de prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on accepte véritablement de perdre à cet instant précis ? La question reste ouverte.